Le 20 juillet 1973, le monde a perdu Bruce Lee. Il n'avait que 32 ans, au sommet de sa gloire, un homme qui semblait indestructible. Mais son effondrement soudain dans l'appartement hongkongais de l'actrice Betty Ting Pei a tout changé. Du jour au lendemain, elle est passée d'étoile montante à femme la plus détestée d'Asie, accusée de la mort d'une légende. Pendant un demi-siècle, elle est restée silencieuse, enfermée dans l'ombre du soupçon. Aujourd'hui, à 78 ans, elle a enfin parlé. Et ce qu'elle a révélé sur cette nuit a forcé le monde à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir. L'ascension de Betty Ting Pei. Avant que son nom ne soit à jamais lié à une tragédie, Betty Ting Pei s'était déjà construit une vie réussie par elle-même. Née Tang Mei Lee, le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, elle grandit dans une famille riche et respectée. Son père était médecin et son éducation fut stricte et traditionnelle. Sa famille attendait d'elle qu'elle suive une carrière stable et honorable, loin du chaos de l'industrie du divertissement. Mais Betty nourrissait d'autres ambitions. Dès son plus jeune âge, elle fut attirée par le glamour de l'écran, fascinée par l'idée de devenir actrice dans une Asie en pleine mutation. En 1967, à seulement 20 ans, elle signa avec la Shaw Brothers Studio, alors la société cinématographique la plus puissante de Hong Kong. C'était l'âge d'or du cinéma en mandarin, et le studio produisait des dizaines de films chaque année. Betty devint rapidement connue pour sa beauté frappante et son magnétisme, souvent choisie pour incarner des rôles de séductrice mystérieuse qui exploitaient de son image de femme fatale. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, son visage était reconnaissable sur les affiches de films à travers Hong Kong, aussi bien dans des drames que dans des films d'arts martiaux. Mais la célébrité s'accompagnait de stéréotypes. Bien qu'elle fût ambitieuse et capable d'une grande variété de performances, l'industrie l'enfermait souvent dans des rôles de tentatrice ou de femme dangereuse. Le public commença à associer sa personnalité réelle au personnage qu'elle incarnait. Cette image, qu'elle soit vraie ou non, allait plus tard la hanter d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au début des années 1970, la carrière de Betty était florissante. Elle était sous contrat avec Golden Harvest, le studio rival de Shaw Brothers, dirigé par Raymond Chow. Golden Harvest venait de découvrir un jeune acteur qui transformait à jamais le cinéma d'arts martiaux, Bruce Lee. Par l'intermédiaire de Chow, la vie de Betty croisa celle de Bruce, et plus rien ne serait jamais pareil. À ce moment-là, Bruce Lee n'était pas encore l'icône mondiale qu'il deviendrait après Enter the Dragon, mais à Hong Kong, il était déjà une superstar. Ses films The Big Boss et Fist of Fury avaient pulvérisé les records du box-office et son charisme en avait fait un nom familier. Lorsque Betty fut présentée à lui en 1972, lors d'un dîner avec Raymond Chow et l'épouse de Bruce, Linda, elle le considéra simplement comme un autre collègue du même milieu. Elle ne pouvait pas savoir que, dans l'année qui suivrait, leur nom serait à jamais lié à un scandale, au chagrin et à des questions sans réponse. Bruce Lee au sommet et sa relation avec Betty Ting Pei. En 1972, Bruce Lee était devenu plus qu'une star de cinéma. Il était un phénomène culturel, un homme qui transformait la manière dont le monde percevait les arts martiaux et redéfinissait ce que les acteurs asiatiques pouvaient accomplir au cinéma. Avec The Big Boss et Fist of Fury, il avait déjà prouvé sa puissance au box-office hongkongais. Son propre projet de mise en scène, The Way of the Dragon, qui présenta au public son inoubliable duel avec Chuck Norris, cimenta sa légende. Et en 1973, il tournait Enter the Dragon, son premier grand film soutenu par Hollywood, qui devait le propulser au rang de superstar mondial. Mais derrière ces triomphes, des fissures apparaissaient. Bruce se poussait jusqu'à la limite absolue. Connu pour sa discipline obsessionnelle, il s'entraînait sans relâche, parfois en ne prenant qu'un repas par jour pour conserver sa silhouette. Il expérimentait avec des compléments,
des analgésiques et des diurétiques, toujours en quête d'un avantage. Ses proches remarquaient qu'il était souvent épuisé, se plaignant de violents maux de tête et de crises. En mai 1973, seulement 2 mois avant sa mort, il s'effondra en doublant des dialogues pour Enter the Dragon et fut conduit d'urgence à l'hôpital. Les médecins découvrirent un œdème cérébral, mais Bruce écarta le problème et insista pour continuer à travailler. Pour les fans, il incarnait la force, mais en privé, sa santé était plus fragile qu'on ne l'imaginait. C'est durant cette période turbulente que la relation de Bruce avec Betty Ting-Pei se développa. Betty révéla plus tard que c'était Bruce qui l'avait courtisée. Elle déclara franchement « Tout le monde l'aimait. Si je n'avais rien ressenti, cela aurait été étrange. Il a vu quelque chose de bon en moi que les autres ne voyaient pas. » Leur relation n'était pas seulement physique, affirma-t-elle, mais profondément émotionnelle. Pour ceux qui les entouraient, Betty devint connue sous le surnom de Petite Dame Dragon, née de sa présence constante aux côtés de Bruce. Elle choisissait ses vêtements, l'accompagnait à des rendez-vous avec Raymond Shaw et l'emmenait même se faire couper les cheveux pendant les tournages. Les spéculations sur leur relation n'ont jamais cessé. Certains y ont vu une liaison, accusant Betty d'avoir brisé un foyer. D'autres ont suggéré que leur lien était plus complexe, moins une trahison qu'une recherche, de la part de Bruce, d'un lieu où il pouvait baisser la garde. Betty elle-même le décrivit comme un homme écrasé par une pression insupportable. Hollywood, Hong Kong, sa famille, ses fans. Avec elle, il pouvait simplement être Bruce et non l'icône. Pourtant, leur relation resta entourée de secrets. Bruce demeurait marié à Linda Lee, avec qui il avait 2 jeunes enfants, Brandon et Shannon. Betty fut souvent accusée de se cacher dans l'ombre du mariage d'une autre femme. Mais elle insista plus tard sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu remplacer Linda, ni détruire leur famille. Elle avait simplement répondu à la poursuite de Bruce, piégé dans une relation qui n'était jamais destinée à être publique. En 1973, Bruce était plus occupé que jamais. Il révisait des scénarios, préparait Game of Death et faisait la promotion de Enter the Dragon. Les exigences étaient sans fin, et les maux de tête revenaient avec une fréquence croissante. Betty se souvenait qu'il tremblait parfois, marchant nerveusement dans la pièce, murmurant au sujet du stress et de la peur. Elle ne le pressa jamais d'expliquer, un regret qui la hanterait pendant des décennies. En juillet, Bruce paraissait émacié et usé, l'ombre de l'homme qui avait autrefois incarné l'invincibilité. Le dernier jour, 20 juillet 1973. Le 20 juillet 1973 commença comme n'importe quel autre jour pour Bruce Lee, mais à la tombée de la nuit, le monde serait à jamais bouleversé. Il n'avait que 32 ans et se préparait à un avenir qui semblait sans limite. Ce matin-là, il passa du temps à revoir les plans de son prochain grand projet, Game of Death. Il avait déjà chorégraphié des scènes de combat et discuté avec Raymond Shaw, le patron de Golden Harvest, du casting de stars internationales comme George Lazenby. La réunion prévue le soir même dans l'appartement de Betty Ting-Pei ne devait être qu'une étape de plus vers la concrétisation de sa vision. Vers 17 heures, Bruce arriva chez Betty, dans le quartier de Kowloon Tong à Hong Kong. Raymond Shaw l'accompagnait, mais repartit plus tard pour s'occuper d'autres affaires et retrouver Lazenby. Betty se souvint que Bruce paraissait mal en point dès le début. Il semblait fatigué, agité et différent. Vers 19 heures, il commença à se plaindre d'un violent mal de tête. Betty lui offrit un comprimé d'Equagesic, un antidouleur courant à Hong Kong qui combinait de l'aspirine et un relaxant musculaire. Bruce en avait déjà pris sans problème. Il avala la pilule et alla s'allonger dans sa chambre pour se reposer avant le dîner prévu plus tard dans la soirée. Au départ, Betty n'y prêta pas grande attention. Bruce s'était déjà évanoui auparavant, notamment en mai, 2 mois plus tôt, lorsqu'il s'était effondré à cause d'un œdème cérébral. Ce jour-là, les médecins avaient réussi à le stabiliser, et Bruce avait minimisé la gravité. Mais cette fois-ci, c'était différent.
Vers 20h30, Betty sentit que quelque chose n'allait pas. Elle tenta de le réveiller, mais il ne réagissait pas. La panique la saisit et elle appela Raymond Shaw. Shaw arriva vers 21h45 et trouva Bruce toujours inconscient. Ensemble, ils tentèrent de le ranimer, mais sans succès. Shaw contacta le médecin personnel de Betty, qui arriva vers 22h. Le médecin essaya la réanimation et d'autres méthodes, mais l'état de Bruce ne s'améliora pas. Finalement, une ambulance fut appelée. Lorsqu'il fut conduit à l'hôpital Queen Elizabeth, il était déjà trop tard. À 23h, Bruce Lee fut déclaré mort à son arrivée. Le rapport officiel indiqua que la cause du décès était un œdème cérébral, la même condition qu'il avait déjà frappé des mois plus tôt. L'explication donnée fut qu'il avait subi une réaction allergique aux comprimés d'équagesic. Mais dès l'annonce de la nouvelle, les questions fusèrent. Comment un homme en parfaite condition physique pouvait-il mourir d'un simple antidouleur? Pourquoi avait-il fallu autant de temps avant d'appeler une ambulance? Et pourquoi se trouvait-il dans l'appartement de Betty Ting Pei plutôt qu'à son domicile auprès de sa femme? Dans les heures qui suivirent sa mort, le récit commença à changer. Raymond Shaw déclara d'abord à la presse que Bruce s'était effondré chez lui, aux côtés de sa femme Linda. Betty fut effacée de l'histoire. Ce n'est que plus tard que les rapports de police confirmèrent la vérité. Bruce Lee était mort dans le lit de Betty Ting Pei. Pour Betty, le cauchemar commença aussitôt. À seulement 26 ans, elle se retrouva au cœur du plus grand scandale de l'histoire du cinéma asiatique. L'homme adoré par des millions était mort dans son appartement et le monde était prêt à faire peser la culpabilité sur ses épaules. La dissimulation, la fureur publique et les théories du complot. Les heures et les jours qui suivirent la mort de Bruce Lee furent chaotiques. Le public avait perdu un héros, mais il cherchait aussi quelqu'un à accuser. Lorsque la vérité éclata, révélant que Bruce était mort dans l'appartement de Betty Ting Pei, la jeune actrice devint instantanément la cible d'une tempête à laquelle elle n'aurait jamais pu se préparer. Au début, sous l'instruction de Raymond Shaw et, semble-t-il, à la demande de la famille de Bruce, Betty nia tout. Elle déclara aux médias que Bruce ne s'était pas effondré dans son appartement, que l'ambulance n'était pas venue de chez elle et qu'elle n'avait aucun lien romantique avec lui. Shaw insista sur le fait que cela était nécessaire pour protéger l'image de Bruce, épargner son épouse Linda et leurs 2 enfants, et éviter que scandale ne détruise l'empire commercial de Golden Harvest. Betty, âgée de seulement 26 ans et submergée, sentit qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Mais la vérité finit toujours par se frayer un chemin. Lorsque les rapports de police confirmèrent que Bruce se trouvait bien dans son appartement, la presse se déchaîna avec une fureur impitoyable. Betty fut étiquetée comme une tentatrice, une maîtresse, voire une meurtrière. Certains l'accusèrent d'avoir empoisonné Bruce. D'autres affirmèrent qu'elle lui avait administré un aphrodisiaque, connu sous le nom de mouche espagnole. Les tabloïds s'emballèrent avec des titres suggérant qu'elle l'avait attiré dans un piège fatal. En une nuit, Betty Ting Pei passa de star de cinéma à ennemi public. Les théories se multiplièrent. Certains pointèrent du doigt les triades, les tristement célèbres syndicats criminels de Hong Kong, affirmant que Bruce s'était fait des ennemis en refusant de coopérer avec eux. D'autres pensaient qu'il avait été assassiné par des artistes martiaux jaloux ou par des figures puissantes, craignant son influence grandissante. Une théorie plus mystique affirmait que la famille Lee était maudite. Superstition renforcée 2 décennies plus tard, lorsque le fils de Bruce, Brandon, fut tué dans un tragique accident sur le tournage de The Crow en 1993. En réalité, les explications étaient bien moins sensationnelles. Bruce avait un passé marqué par des évanouissements et des signes de graves problèmes de santé dans les mois précédant sa mort. Pourtant, parce qu'il projetait une image d'invincibilité, peu de personnes autour de lui osaient l'affronter au sujet de son état qui se détériorait.
Betty rappela plus tard combien les gens avaient simplement peur de lui dire qu'il avait besoin d'aide médicale, craignant sa colère ou son refus. C'était un homme habitué à garder le contrôle, quelqu'un qui prenait toujours ses propres décisions. Cependant, les dégâts causés à la réputation de Betty furent irréversibles. Les journalistes campaient devant chez elle. Les paparazzis la poursuivaient dans les rues. Des fans lui crachaient dessus et l'insultaient. Elle reçut des menaces de mort et certains producteurs refusèrent désormais de travailler avec elle, redoutant le scandale. Elle devint prisonnière de sa propre maison, coupée du monde. Les rôles qu'elle incarnait autrefois à l'écran, des femmes séductrices et dangereuses, devinrent soudain la persona que le monde crut réelle. La vie de Betty Ting Pei après la tragédie, silence, traumatisme et bouddhisme. Au lendemain du 20 juillet 1973, le monde de Betty Ting Pei s'effondra en même temps que celui de Bruce Lee. Elle avait été une actrice montante avec une carrière prometteuse, mais après cette nuit-là, elle ne fut plus jamais simplement Betty. Elle devint la femme dans le lit de laquelle Bruce Lee est mort. Le poids de cette étiquette était écrasant. Pendant des mois, elle put à peine sortir. Les journalistes campaient devant sa maison, les voisins chuchotaient dans son dos et des fans en colère l'insultaient dans la rue. Elle admit plus tard avoir dû fuir son propre domicile au milieu de la nuit simplement pour échapper à la foule de journalistes qui l'encerclaient. À seulement 26 ans, Betty était devenue prisonnière de la haine publique. Le choc psychologique fut dévastateur. Elle reçut d'innombrables menaces de mort et la pression constante la poussa au bord du gouffre. Elle révéla plus tard avoir développé une schizophrénie, hantée par la paranoïa et la peur que quelqu'un ne tente de lui faire du mal. À son point le plus bas, elle confessa que la vie lui paraissait pire que la mort. Mais elle refusa de céder au désespoir. Tout le monde voulait ma mort, se souvint-elle. Mais je me suis dit, pourquoi devrais-je mourir? Si je mourais, les gens penseraient que j'étais coupable, que je m'étais suicidé par honte. Mais je n'ai rien fait de mal. Je devais continuer à vivre. En 1976, elle épousa Charles Hung, acteur hongkongais et magnate du divertissement dont la famille avait de solides liens avec le milieu. De ce mariage naquit une fille, Candy, mais l'union ne dura pas. En 1980, le couple divorça. Malgré leur séparation, Candy resta proche de sa mère, et Betty décrivit plus tard sa fille comme la plus grande source de réconfort et de chaleur dans sa vie. Après le scandale, la carrière d'actrice de Betty s'éteignit presque complètement. Les producteurs l'évitèrent, craignant d'être associés à la controverse. Les rôles qui autrefois arrivaient facilement disparurent, et sa réputation ne se remit jamais. Elle se retira de la vie publique, n'apparaissant que rarement dans des films ou des événements. Pendant des décennies, elle évita les interviews, refusant de confirmer ou de démentir les rumeurs qui avaient consumé sa vie. Pour le public, son silence paraissait suspect. Pour Betty, c'était la seule façon de survivre. C'est durant cette période douloureuse que Betty trouva une nouvelle voie dans le bouddhisme. Elle a toujours nié être devenue bouddhiste à cause de Bruce Lee. Elle expliqua que le tournant vint après la naissance de sa fille. En lisant les écritures bouddhistes, elle trouva le réconfort et l'illumination. Elle adopta un mode de vie végétarien et se consacra à la pratique spirituelle. Aujourd'hui, je suis sur une vaste route lisse, expliqua-t-elle. Quoi qu'il arrive, je n'ai plus peur. Je peux aider les autres grâce aux connaissances bouddhistes que j'ai acquises. Pour Betty, le bouddhisme fut une manière de faire face à la culpabilité, au traumatisme et à la solitude. Elle admit que, même des décennies plus tard, elle vérifiait encore la nuit si sa fille respirait, cicatrice persistante du traumatisme d'avoir vu Bruce Lee mourir dans son lit. Pourtant, elle affirma que la mort de Bruce lui avait appris à apprécier la paix et la simplicité. Dans des interviews ultérieures, elle déclara que Bruce avait eu la chance de mourir dans son sommeil, appelant cela la manière la plus paisible de partir. Dans les années 2000, Betty Ting Pei était largement invisible au public.
Elle n'apparaissait que rarement en dehors des événements caritatifs bouddhistes et vivait discrètement à Hong Kong avec Candy. Mais les questions ne cessèrent jamais. Les rumeurs la poursuivaient où qu'elle aille. Et pendant des décennies, elle refusa d'y répondre jusqu'à ce qu'enfin, plus de 50 ans plus tard, elle décide de briser son silence. La confession après 52 ans, la vérité choquante et de nouvelles perspectives. Pendant un demi-siècle, Betty Ting Pei a vécu sous un nuage de soupçons. Elle fut accusée, moquée et vilipendée, sans jamais donner au monde un récit complet de ce qui s'était passé la nuit où Bruce Lee est mort. Puis, plus de 50 ans plus tard, elle a finalement pris la parole pour raconter sa version de l'histoire. Lors d'une rare apparition dans l'émission Trail F The Truth de TVB, Betty parla ouvertement de sa relation avec Bruce et des événements du 20 juillet 1973. Pour la première fois, elle confirma ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, qu'elle et Bruce étaient amants. Il était incroyablement charmant, admit-elle. Le monde entier l'aimait. Ne serait-il pas étrange que moi non? Il m'aimait et pensait que nous étions destinés à être ensemble. Elle expliqua que c'était Bruce qui l'avait courtisée, pas l'inverse, et que leur relation reposait sur le respect mutuel et une véritable connexion émotionnelle. Betty décrivit aussi les heures qui précédèrent sa mort. Elle se souvint que Bruce arriva chez elle vers 17 heures et paraissait déjà souffrant. Vers 19 heures, il se plaignit d'un mal de tête, prit un comprimé d'équagésique qu'elle lui donna, et alla se reposer dans sa chambre. Lorsqu'il ne se réveilla pas, elle appela Raymond Chow, qui lui demanda d'attendre son arrivée avant d'appeler à l'aide. Elle admit avoir paniqué, ne sachant que faire, mais souligna que Bruce avait pris ce même médicament de nombreuses fois auparavant sans problème. Honnêtement, même si le médicament en était la cause, qu'aurais-je pu faire? Je n'ai pas inventé ce produit, dit-elle. Le plus choquant fut peut-être son aveu concernant la dissimulation. Elle confirma que Chow lui avait demandé de nier que Bruce était mort chez elle, en insistant sur le fait que c'était ce que voulait la famille de Bruce. « Que devais-je faire, aller contre eux ?» demanda-t-elle. « J'ai respecté leurs souhaits. » Pendant des décennies, elle porta le fardeau de ce mensonge, vilipendée par le public pour avoir caché la vérité alors qu'elle protégeait les autres. Des experts médicaux interrogés dans l'émission réexaminèrent de la mort de Bruce avec les connaissances modernes. Certains rappelèrent que Bruce s'était déjà évanoui et présentait des symptômes compatibles avec l'épilepsie. D'autres affirmèrent que son œdème cérébral pouvait avoir été une affection rare, sans lien avec les médicaments. Une théorie suggéra même un rôle génétique, puisque le père et le frère de Bruce étaient eux aussi morts soudainement en se reposant. Ces perspectives dessinaient une autre image. Bruce Lee aurait pu souffrir d'une maladie chronique non diagnostiquée, aggravée par l'épuisement et la pression qu'il s'imposait. Pour Betty, parler à 78 ans relevait moins de la défense que du besoin de tourner la page. Elle admit avoir vécu avec ce traumatisme chaque jour, vérifiant la nuit si sa fille respirait encore, hantée par le souvenir des dernières heures de Bruce. Ce n'était pas ma volonté. Ce n'était pas sa volonté. C'était la volonté du ciel, déclara-t-elle. Sa confession divisa l'opinion publique. Certains éprouvèrent de la sympathie, reconnaissant ses décennies de souffrances silencieuses et admettant qu'elle fut, elle aussi, victime de cette nuit-là. D'autres restèrent sceptiques, l'accusant de chercher l'attention après tant d'années. Mais quelle que soit la réaction, ces paroles forcèrent le monde à reconsidérer l'histoire qu'on lui avait racontée depuis plus d'un demi-siècle. La mort de Bruce Lee reste l'une des grandes tragédies du cinéma. Un jeune homme à son apogée, parti trop tôt. Mais la confession de Betty Ting Pei révéla quelque chose de plus profond. Derrière la légende se cachait un homme soumis à une pression immense, et derrière le scandale, une femme portant un secret que personne ne voulait entendre. Pendant 52 ans, Betty Ting Pei a vécu dans le silence. Aujourd'hui, sa voix a rouvert l'un des plus grands mystères de Hong Kong et d'Hollywood.
Croyez-vous que sa confession révèle enfin la vérité sur la mort de Bruce Lee? Ou pensez-vous que le mystère reste irrésolu? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires du côté caché de l'histoire.